Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence partenaire donc, sur le thème de la stratégie de marque et du repositionnement. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'agence de communication Inox qui accompagne les PME dans leur transformation en adaptant leur communication à leur positionnement. On se rend compte aujourd'hui que les entreprises, elles se confrontent à une multitude de défis, donc les transformations de modèles, d'affaires, la digitalisation. On remarque plusieurs erreurs que les PME produisent parce qu'elles ne savent pas souvent comment faire en fait, pour commencer leur positionnement et avoir vraiment des bases pour maîtriser leur stratégie marketing. Aujourd'hui, on va vraiment voir concrètement comment on s'y prend pour réussir sa stratégie de marque. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lats Skladny, qui est CEO de l'agence Inox, et Christopher Blackwell, business strategist. Ils vont nous présenter donc les étapes pour définir votre stratégie de marque. Ils vont partager des conseils, des bonnes pratiques pour vraiment adapter votre stratégie et réussir à partir sur de bonnes bases. Plusieurs cas pratiques seront présentés et ils seront complétés par le témoignage d'Alexandre Del Zanero, qui est CEO d'ERA Group, et il reviendra sur les étapes vécues lors du repositionnement de sa stratégie. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Déjà, un grand merci à la CVCI pour nous accueillir pour ce webinaire. On est très heureux d'être ici et de partager ce moment avec vous. J'ai le plaisir aussi d'être là. On a le plaisir d'être là avec Alexandre Del Zanero, le CEO de ERA, avec qui on partage cette présentation. Et je pense que sera extrêmement bien placé pour pouvoir aussi témoigner et expliquer le chemin qu'on a fait ensemble dans cette question de repositionnement. Et puis à côté de moi, je suis avec Christopher, mon collègue et ami, spécialisé lui dans les stratégies de business. Et puis vous verrez comment les stratégies de business et la stratégie de marque sont intimement liées. On va essayer d'être le plus interactif possible entre Christopher et Alexandre, comme ça on va garder l'idée de cette présentation sur une base de témoignages et d'échanges. Donc, comme Violetta l'a dit, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre, on est dans des changements très rapides et importants de notre environnement de vie et de travail. On en a évidemment levé deux qui sont particulièrement présents maintenant que on espère la crise sanitaire est derrière. On voit qu'il y a toutes sortes de questions qui sont en train de se poser sur l'évolution des technologies et sur les questions de durabilité. On a pu assister à beaucoup de conférences ces derniers temps qui parlent par exemple de cybersécurité, mais aussi et bien sûr les questions d'approvisionnement et les pénuries qu'on voit venir rapidement dans notre économie, qui sont aussi des questions de durabilité, puisque à côté des questions environnementales et sociales, il y a des questions aussi économiques qu'il faut pouvoir aborder. Et c'est là que les PME ont un rôle à jouer, mais elles doivent pouvoir s'adapter. On peut se replier, mais on peut aussi faire preuve de résilience et puis d'optimisme. Pour nous, c'est très important. On pense que dans les crises, il y a évidemment de l'effort et d'encaisser les coûts, c'est important, mais il faut savoir être innovant et agile. Et il y a des opportunités dans ces crises qui sont toujours présentes. Et c'était aussi des raisons pour lesquelles je suis ravi d'avoir Alexandre avec nous, parce que pour la petite anecdote, je crois qu'on a eu le premier confinement le 14 mars. Je crois que le 16 mars, Alexandre a pris son téléphone et nous a contactés. Et il avait ses équipes d'IT qui ont fait un boulot absolument incroyable de migration du business habituel vers le télétravail. Mais lui, en tant que boss, je crois qu'il s'est dit, j'ai 2 mois devant moi pour revoir ça. Et on était impressionnés en fait par la rapidité et puis avec cette vision et cette volonté de prendre les opportunités, même dans une crise qui était aussi inattendue et violente que le confinement de l'année passée. C'était aussi une des raisons pour laquelle je pense qu'Alexandre va être un excellent témoignage aujourd'hui. On a beaucoup débattu de ça aussi, c'était de dire
innovant, agile, c'est des termes qu'on connaît beaucoup, mais nous, on pense que pour aborder ces crises, il faut être créatif et puis il faut être en pleine forme. Pleine forme dans le business, c'est continuer à rester souple, à rester ouvert, à partager et à faire des efforts pour aller de l'avant. Et donc, pour nous, c'est simplement dire innovant et agile, c'est être créatif et en pleine forme. Voilà. Donc, chez Inox, pour nous présenter rapidement, on est une quinzaine de collaborateurs. On est basé à Neuchâtel et à Lausanne. On a des bureaux dans les deux lieux. On est une agence de com dans notre historique qui a 25 ans aujourd'hui et qui s'est de plus en plus focalisée sur les stratégies de marque. On aime partager, on croit pour résoudre ces questions, ces défis, ces challenges à la pluridisciplinarité. Vous voyez, je suis avec Christopher qui a un background business, mon associé depuis toujours, Raphaël, et moi-même, on vient du design. Et dans le mélange de ces disciplines, on trouve beaucoup d'éléments qui sont importants. Ce qui n'a jamais changé chez nous, c'est que on est une agence qui est ce qu'on appelle value-based, c'est-à-dire qu'on a des valeurs profondes, on croit vraiment à l'idée de durabilité, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit focusée sur l'humain. Donc, ce qu'on fait pour nous, c'est quand même au bénéfice des humains en pensant qu'on fait partie d'un écosystème et que cet écosystème aujourd'hui doit être préservé. Je crois que tout le monde peut comprendre aujourd'hui, après 2 ans ou bientôt 2 ans de crise et de lockdown, qu'il faut donner du sens pas seulement à nos vies, mais à nos actions. On voit aujourd'hui que les entreprises, quand elles arrivent à être pilotées avec du sens dans le marché, c'est là qu'elles commencent à performer. Et c'est cette recherche de sens et la mise en valeur des valeurs qui est au centre un petit peu du travail de repositionnement. Voilà, nous, on aime le creative business parce qu'évidemment, à la base, on est des designers, donc on est qualifié de créatifs, mais après 25 ans et après avoir appliqué notre méthodologie auprès de plus de 200 entreprises de toute taille, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des créatifs partout. Et puis, encore une fois, je crois que nos clients, quand ils rentrent dans cette démarche avec nous, ils sont surpris eux-mêmes par les ressources qu'ils ont et la capacité de repenser des nouveaux modèles d'affaires, donc de repenser leur marque et d'amener des nouveaux concepts dans leur organisation. Et donc, je pense vraiment, on est absolument convaincu que le business de demain devra être créatif et qu'il n'est pas l'apanage des graphistes ou des designers. Chez Inox, on a 3 grands piliers. Aujourd'hui, on parle de stratégie de marque, dans lesquelles on challenge les modèles d'affaires. On parle beaucoup de transformation digitale parce que la transformation digitale amène des nouveaux modèles d'affaires souvent, et puis de communication. On fait aussi évidemment beaucoup d'efforts aujourd'hui sur la personnalisation de la relation, de personalized marketing. C'est vraiment entrer en relation, on aime bien dire intime avec nos clients, mais c'est les clients de nos clients qui sont importants. Et donc, la question de la mesure, de la data, de la traiter de manière responsable et performante, là, c'est tout un domaine dans lequel on a développé un pilier spécialisé qui mélange là aussi des disciplines qui vont au-delà du design et qui demandent des compétences tout à fait spécifiques. Et puis, nos clients, depuis 25 ans, on gère leurs campagnes, on les aide à gérer. Donc, le communication management, c'est de prendre le tout et d'amener un support, un effort opérationnel d'exécution des campagnes dans le long terme. Voilà, quelques petites références, quelques références, pas que des petites, mais on travaille beaucoup, on a beaucoup de clients PME dans beaucoup de domaines. On a un historique, certes dans l'horlogerie, vu nos origines
neuchâteloise, mais on a travaillé avec toutes sortes d'entreprises, qu'elles soient dans l'innovation, qu'elles soient dans la medtech, la biotech, la finance, des institutions qui sont des ONG ou des projets européens qui visent à développer plus d'efficience dans le domaine de la construction, par exemple. En tout cas, on n'est, nous, pas focalisé dans une industrie, on est focalisé sur l'idée de la transformation et que chaque PME aujourd'hui, à un moment donné, aura certainement une nécessité de repenser son positionnement. La stratégie de marque, c'est quoi versus le marketing? Alors moi, j'aime bien le mettre dans un contexte global, c'est que nos clients viennent chez nous parce qu'ils ont des stratégies de business, ils ont des visions de business, et puis on doit rester quand même rentable et performant. Donc, je crois que c'est un petit peu le b.a.-ba de tout commerce. Là, au milieu, on a des questions qui sont liées au positionnement de marque. Donc, pour nous, c'est des questions stratégiques et des visions à moyen long terme. Et puis, la question du marketing est une question qui est à plus court terme puisqu'elle est plus tactique. Et c'est ensemble qu'on passe de cette idée de penser juste, puis d'appliquer nos réflexions correctement dans un cycle complet avec toujours en tête l'idée de créer de la valeur pour nos clients. Donc, c'est notre principe de travail. Peut-être que là, je vais laisser Christopher commenter cette question sur la nouvelle, pas la nouvelle tendance, mais ce qui sort aujourd'hui du business quand on parle de brand strategy. Alors peut-être pour présenter cette slide, ce que je dirais, c'est si vous voulez, la stratégie de marque, en fait, c'est la rencontre entre la marque et le client, de façon assez simple, que ce soit la première fois ou dans le développement d'une relation. Et en fait, la stratégie de marque dans le contexte actuel est d'autant plus importante qu'en fait, on vit dans un monde toujours plus digital où il y a de plus en plus de canaux, de points d'interaction. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, les clients sont en fait tout le temps connectés et veulent interagir avec une marque. Et ce qui est important ici, en fait, c'est que, en fait, il n'y a pas de stratégie marketing sans stratégie de marque. Et ce que ça veut dire, c'est que la stratégie de marque s'inscrit dans une stratégie business, que ce soit d'acquisition de nouvelles parts de marché, de lancement de nouveaux produits. Aujourd'hui, il est impossible de le faire sans avoir une marque. Une stratégie marketing, en fait, comme l'a dit Lat, elle est plus tactique, elle va supporter la stratégie de marque. Mais elle est plus tactique dans le sens qu'elle est plus orientée sur le court terme et destinée, je dirais, à augmenter, par exemple, les ventes. Une stratégie de marque, c'est beaucoup plus une histoire sur le long terme où, en fait, le client s'identifie avec une marque et s'identifie pas juste par rapport à la marque et son positionnement, mais aussi et de plus en plus sa raison d'être. Donc ça, c'est des parties qui sont, je dirais, importantes et délicates aujourd'hui que toute marque ou entreprise, dans sa stratégie d'entreprise, se doit de traiter. On est évidemment aujourd'hui dans une période où on peut parler de digital first, où on donne une priorité au digital pour être en français, puisque j'ai vu passer un petit commentaire sur lequel je pourrais revenir après. Mais ça veut dire simplement que les entreprises aujourd'hui sont connectées 7 jours sur 7, 365 jours, et que la question de la prise de parole en permanence dans le monde digital, elle est fondamentale et que les marques deviennent non seulement doivent avoir une identité forte, mais aussi une personnalité qu'elles doivent affirmer en ligne. Et cette personnalité se retraduit par un bon positionnement, puisque en tant que personne, c'est assez facile de prendre la parole en ligne, mais en tant qu'entreprise et organisation, on est plusieurs à prendre la parole au nom d'une société, et que là, plus la société affirme ses valeurs et son caractère, plus ça sera facile aux gens qui composent cette organisation de prendre la parole au nom de la société. Et donc, la question de la marque devient essentielle. Je vais peut-être laisser commenter, Alexandre, ce slide, simplement que
nous, on aime bien se positionner. C'était peut-être les premiers mots qu'on a échangés avec Alexandre comme sparring partner, mais je crois qu'Alexandre t'en parle mieux que moi de ça. Oui, effectivement. Bonjour, merci Latz. Enfin, j'ai pas mal écouté. Ce qui est très important dans ce volet de stratégie de marque, c'est de comprendre pourquoi on le fait en fin de compte. Il faut bien regarder la problématique du point de vue de l'entrepreneur ou du point de vue du chef d'entreprise qui doit à certains moments se poser les questions, prendre du recul par rapport à où suis-je, qu'est-ce que je dois faire et quelle est vraiment ma création de valeur. Et donc, à ce niveau-là, je reviendrai après là-dessus, mais c'est vrai que nous, toute notre démarche s'est posée à un certain moment en se disant il faut repositionner le besoin du client par rapport à la situation qu'on a connue, la crise, et aussi par rapport aux enjeux que sont la transformation digitale ou tout simplement le problème de l'informatique en tant que tel dans les entreprises. Donc, le besoin est avant tout, effectivement, Christopher le disait de manière très juste, c'est d'aller à la rencontre du client, c'est de comprendre quels vont être les enjeux. Et puis, pour pouvoir aller à la rencontre du client, la stratégie de marque est la chose la plus importante. C'est-à-dire d'être capable à un certain moment de savoir comment on adresse le client avec quel besoin, quel message et quelle création de valeur. Quand tu parlais là de sparring partner, la chose qui est importante à un certain moment, c'est de ne pas pouvoir dire on est capable de le faire tout seul, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. À un certain moment, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je vois le modèle d'affaires, est-ce que je vois la façon dont j'adresse le marché, dont je veux créer ma valeur, est-ce que je suis correctement positionné et est-ce que j'ai les bons messages? Et ça, c'est le point clé pour pouvoir, en guillemets, se dire, il faut se faire challenger. Le chef d'entreprise et entrepreneur que je suis, à un certain moment, a une vision stratégique, a une façon de penser le business et il a besoin quelque part de se challenger. Et c'est vrai que Inox, pour ça, n'était pas connu, enfin pas de notre côté en tout cas. Pour nous, Inox, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avant tout du design, c'est de la créativité, mais c'est en tout cas pas du challenge stratégique au niveau de la marque. Et c'est là où on a appris effectivement avec Latz à se connaître et à jouer ce rôle de sparring partner qui est essentiel dans le repositionnement de la marque et dans ce besoin de créer de la valeur correctement pour adresser nos clients. Merci Alexandre. Je crois que c'était important et puis c'est vrai qu'on a des prestations chez Inox qui adressent depuis très longtemps une méthodologie pour aider les marques à se repositionner et puis c'est vrai que cette partie de prestation était moins connue et ça nous a aussi remis en question nous par rapport à savoir comment on se présentait dans le marché. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on peut vraiment affirmer que cette question de brand strategy est essentielle et c'est là qu'on focalise énormément, on concentre nos efforts et nos talents aujourd'hui. Être un sparring partner dans le business, c'est 4 éléments tout à fait clairs pour nous. Ça commence par essayer de comprendre ensemble quelle est la vision de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'elle tente d'atteindre comme objectif, avec une certaine idée derrière de déploiement. C'est là où on fait beaucoup d'échanges, de challenges dans le cadre de workshops très interactifs, où on pose sur la table d'une manière libre toutes les possibilités et toutes les opportunités qu'offrent les changements actuels. Et puis après, on passe dans une phase de vérification, voir si on est cohérent avec les objectifs, avec les ressources qu'on a à disposition et puis est-ce qu'on crée la bonne proposition de valeur. Je crois que là, c'est un élément tout à fait sensible et très discuté pour savoir quelle est la véritable proposition de valeur du groupe RH, mais en général, c'est là-dessus qu'on prend beaucoup de soin aujourd'hui à redéfinir ça. Pour finir, on rentre dans une phase de clarification. Clarification égale, on commence à créer des messages, un environnement visuel, bien sûr, un logo, voire du naming ou toutes sortes d'éléments qui commencent à composer l'identité de la marque et la personnalité de la marque. On aime bien parler justement de cette expérience et je crois qu'une image vaut 1000 mots et
on aime bien être dans le concret. Donc, ERA, je vais passer la parole à Alexandre pour qu'il vous raconte un petit peu la démarche qu'ils ont faite l'année passée. Enfin, je pense que ça a commencé avant l'année passée, ces réflexions, mais l'année passée, tout à coup, il y a eu le bon timing pour entreprendre cette transformation et pour aboutir 18 mois après à quand même un groupe qui est tout à fait impressionnant et performant. Donc, Alexandre, je te passe la parole peut-être pour expliquer qui vous êtes et quelle démarche vous avez fait. Effectivement, le timing que l'on avait choisi est assez propice, si on veut, puisqu'on verra toute la problématique a été de se remettre en question à ce moment-là, puis de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait quelque part. Donc, et là, vous avez une slide qui donne, si on veut, un petit peu le visuel. Mais derrière ce visuel, ce qui est important, c'est les valeurs. Il y a des valeurs, il y a des messages derrière ça. Et le fruit qui a été de porter en fait tout ça, c'est grâce effectivement à ce que tu disais, à ces 4 étapes qui sont importantes dans la méthodologie de développement de la marque. Parce que derrière la marque, il y a un visuel, derrière la marque, il y a un logo, derrière la marque, il y a une proposition de valeur. Mais pour arriver à exprimer et à en tirer la quintessence de tout ça, le rôle du sparring partner était très important. Donc, dans la slide que tu as montrée avant, là, ce qui est important, c'est cette méthodologie. D'abord, comprendre quels sont les enjeux de l'entrepreneur, pour ensuite les challenger dans cette idée de sparring partner, pour vérifier quelque part la cohérence du business model et de la proposition de valeur qu'on allait mettre sur le marché. Et enfin, ça a quand même permis de clarifier les choses. On a vu que globalement, on était à 80% dans le tir, mais que certaines choses, on ne les avait pas vues sur le bon angle ou que, respectivement, il a fallu, entre guillemets, repositionner certaines choses pour donner quelque part une vraie ligne directrice à la marque et à la façon d'adresser le marché. Voilà, globalement, ERA aujourd'hui, c'est effectivement un groupe présent dans les technologies de l'information au sens large du terme, puisqu'on regroupe plusieurs métiers de l'informatique et de la sécurité, qui est un point qui est assez important. C'est vrai que le 16 mars a été un élément déclencheur et on ne remerciera jamais assez notre Conseil fédéral d'avoir poussé un petit peu les choses, parce que quelque part, pour chaque entrepreneur, pour chaque patron d'entreprise, s'est posé à ce moment-là la prise de conscience de se dire on rentre dans une crise majeure qu'on n'a jamais vécue. On a eu des effets de bord de partout où jamais on pensait que ça allait, entre guillemets, se passer de telle sorte. Tous les plans de continuité que les entreprises pouvaient avoir pour assurer la continuité des affaires a complètement explosé parce que certains étaient prêts et on a déroulé ces plans de continuité, mais on a bien vu qu'un 100%, vous n'arriviez pas à le prévoir. Donc, on s'est trouvé dans un paradigme assez colossal, dans un sens des clients qui étaient pratiquement, entre guillemets, opérationnels pour pouvoir assurer un confinement, une entrée de crise assez forte par rapport à leurs collaborateurs. Mais d'un autre côté, un pan complet d'activités de personnes qui étaient complètement perdues, pas capables de pouvoir, entre guillemets, se connecter à tout le système d'information de l'entreprise, devant, entre guillemets, réunir leurs collaborateurs. Donc, on a eu une explosion de demandes à un certain moment pour pouvoir, entre guillemets, rendre opérationnels nos clients face à la problématique d'un télétravail, face à la problématique de collaborer sur des dossiers d'entreprise et face à la problématique d'accéder aux applications et aux données qui permettent de continuer à faire que le système de production de l'entreprise continue. Donc, c'était assez paradoxal d'avoir d'abord toute cette explosion, entre guillemets, de demandes et puis qu'il a fallu adresser de manière extrêmement rapide. Mais d'un autre côté, et c'est là où l'importance de l'entrepreneur de prendre du recul est cruciale, c'est que tout d'un coup, une partie du business s'est complètement effondrée, même dans l'informatique. J'entends souvent dire, oui, mais vous n'êtes pas cas de rigueur, dans l'informatique, vous avez toujours des besoins, vous n'avez pas besoin d'aide, quelle qu'elle soit, et vous avez un secteur d'activité qui est florissant.
Non, à un certain moment, un pan d'activité informatique s'est complètement arrêté. L'intégration de projets s'est complètement arrêtée. Les moteurs de transformation se sont complètement arrêtés en termes de digitalisation ou d'autres. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous avez quand même tout un pan d'activité qui s'arrête. Et donc, comme tout entrepreneur, la question se pose, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va en devenir de nos collaborateurs, de nos revenus, de notre marché? Et là se pose vraiment toute la question avec le recul qu'il faut pour se dire, maintenant, on prend un moment et c'est là où on a estimé que la crise était plutôt une opportunité qu'une conséquence et que la stratégie de marque devait être pensée à ce moment-là pour pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure Christopher, aller à la rencontre du client. Donc, c'est vrai que 2 jours après, pendant que toutes nos équipes assuraient, si on veut, la mise en place du télétravail et la mise en place de l'ensemble des fonctionnalités pour nos clients, eh bien, nous, au niveau du conseil d'administration, on a pris le téléphone, on a appelé l'ATS et on a dit, écoute, on veut se voir rapidement, on a besoin d'un sparring partner, on veut repositionner notre marque, on veut lancer un projet d'entreprise qui va aller dans un seul objectif, aller à la rencontre du client et positionner une offre pour que le client puisse avoir l'ensemble des offres informatiques sur un seul point de contact qui sera le ERA Group. Oui. Peut-être, je pense, ce qui serait intéressant pour les participants, c'est dans le contexte, justement, dans ce contexte, c'est en fait quels étaient les objectifs principaux de ERA dans ce repositionnement. Ça, c'est une partie de la question. Et l'autre partie, je dirais, est la valeur pour le client, pour vos clients. Ce qui a été important à ce moment-là, c'est de se dire quels sont les risques que l'on a, quelles sont les opportunités que l'on crée aujourd'hui et aujourd'hui, nos clients, quel est le besoin. Et donc, on s'est positionné à ce niveau-là pour aller à la rencontre du client et créer une offre qui répond justement à l'ensemble. On était connu avec une entreprise pour justement faire tout ce qui est gestion de l'informatique, exploitation, mise en place de projets et ainsi de suite. On n'était absolument pas connu, par exemple, sur toute l'expertise de la sécurité. On n'était pas connu typiquement sur tout le besoin aujourd'hui d'avoir des experts au sein de l'entreprise et donc de renforcer les équipes internes avec certaines expertises. Donc, le besoin d'informaticiens temporaires, dont aujourd'hui en Suisse, par exemple, on sait qu'il va manquer 40 000 informaticiens dans moins de 3 ans. Donc, il y a une demande extrêmement forte et encore faut-il la positionner correctement. Et enfin, bien entendu, il y a toute la problématique de la protection des données que le client aujourd'hui se doit, entre guillemets, de se poser la question où sont mes données, comment puis-je les protéger et comment puis-je me protéger du point de vue de la continuité de mes affaires. Tout ça a fait qu'à un certain moment, on est arrivé à la conclusion de se dire la marque est l'élément stratégique le plus important pour pouvoir repenser cette communication et ce positionnement vis-à-vis de notre client pour aller à la rencontre de nos clients. La marque, c'est la stratégie et comme l'a dit Latz tout à l'heure, le marketing n'est qu'une résultante, c'est la tactique qui va avec. Mais on parle bien en termes de positionnement stratégique, de repositionner correctement une marque. Et donc, c'est tout ce travail qu'on a dû faire dans la méthodologie qui a été expliquée par Latz tout à l'heure, c'est-à-dire positionner les valeurs, positionner les offres, remettre ensemble l'ensemble avec une cohérence qui est la marque et l'atteinte de cet objectif de communication vis-à-vis de nos clients. Et c'est ça les réponses qu'on a amenées avec le projet ERA. Donc là, vous voyez un petit peu la résultante de tout ça. L'offre s'est mise en place de manière totalement cohérente, que ce soit du point de vue visuel ou que ce soit du point de vue des messages. Mais derrière ça, on comprend bien qu'il y a beaucoup de travail, de positionnement, de challenging pour arriver à se positionner correctement sur la marque, sur le visuel et derrière sur la façon dont on adresse le marché. Oui, je continue. Donc, c'était un petit peu cette nouvelle ère des informations, de la technologie. Hein. C'est comme ça que ERA est venu sur le marché, avec quand même aussi une ambition business très claire, hein, de prendre une position de leader sur le marché roman. Donc, en se consolidant non seulement à travers une présence élargie de Genève à Neuchâtel en passant par tout le bassin lémanique,
mais aussi en élargissant sa proposition et son approche à 360 degrés sur lequel on reviendra après. Mais je pense que ça, c'était un des grands changements. On parle beaucoup de transition pour ERA. Est-ce que là, tu veux commenter cette idée justement de passer d'un expert IT à un accompagnateur, en fait, ces questions de technologie pour vos clients et que la technologie aujourd'hui, elle doit être comprise au niveau d'un conseil d'administration ou d'un CEO ou d'un C-level et pas seulement au niveau IT pur comme c'était peut-être le cas il y a encore 10 ans. C'est ça, exactement. Là, tu as raison. Le résultat de ce repositionnement du business model, respectivement, de repenser la marque, a abouti au fait de se dire qu'une entreprise informatique qui aujourd'hui n'a que des experts en termes de capital humain ou de savoir-faire technologique n'était plus, en guillemets, notre positionnement et notre volonté pour pouvoir évoluer. Et c'est là, en fait, où tout le travail a été fait pour dire, mais en fin de compte, le client aujourd'hui, avoir une expertise technologique, avoir un partenaire informatique qui intervient, c'est une chose. Avoir au niveau du patron de l'entreprise ou de la direction informatique un vrai partenaire qui est capable d'adresser les enjeux qu'il a du point de vue de son propre modèle d'affaires ou de ses propres enjeux du point de vue de l'informatique, de la sécurité ou de l'expertise dans la transition digitale, eh bien, c'est une autre discussion, c'est une autre approche et c'est une autre offre de service. Et c'est là où les step by step ont été définis dans le cadre de la conception de la stratégie, et c'est ça qui a été le fruit de la validation et qui a porté ensuite à décliner une marque, un message, un visuel et un graphisme autour de l'élévation de ces exigences que l'on a pour pouvoir être au centre du besoin du client. Et la réponse à tout ça, la conclusion de tout ça, c'est que notre offre, ce que nous on appelle l'offre 360 IT, veut bien dire que quelque part, on part depuis le départ. Le départ, c'est le besoin du client. Il faut toujours remettre les choses à sa place. On part de ce que le client a besoin et au fur et à mesure que l'on comprend ce besoin, on est capable d'amener de l'innovation, on est capable d'amener de la sécurité, on est capable d'amener de l'expertise technologique ou on est capable d'amener de la maîtrise dans les opérations. Et ça fait que cette offre 360, notre client est capable, tout au long de ce cheminement, de son modèle d'affaires et de ses exigences, de pouvoir avoir une réponse concrète avec une expertise métier qui va avec. Je crois qu'une des meilleures, une des façons aussi les plus simples d'expliquer ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, le monde des affaires a des exigences très élevées en termes de résultats et de croissance, et que cela ne peut se passer qu'à travers les compétences humaines. Et en fait, vous avez abordé le marché maintenant avec cette idée-là de marier exigences et compétences pour répondre à vos clients avec une optique de performance qui est, à notre avis, probablement la clé pour assurer une croissance à long terme. On est convaincu aujourd'hui, après tout ce travail qui a été fait de repositionnement de la marque, de dire que la marque est vraiment la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de dire, par exemple, l'IT, c'est Altea qui est une de nos structures. Aujourd'hui, ERA Group amène avant tout un positionnement avec un accompagnement focusé sur le besoin du client. Donc, ensuite, à charge à nous d'amener la bonne compétence, qu'elle soit technologique, sécuritaire ou d'innovation ou de transformation digitale. Mais on place avant tout le besoin à travers la marque. Peut-être un point, une autre formulation dans ce passage de la vente de produits à une solution 360. En fait, je pense qu'il est extrêmement important, c'est en fait, on passe d'un modèle où on décrit ce que l'on vend, les produits, à une solution 360. La solution 360, en fait, du point de vue du client,
c'est pas ce que nous vendons en tant que ERA, c'est ce que lui achète en tant que client. Et ça, c'est une distinction extrêmement importante parce qu'en fait, vous répondez, comme le dit Alexandre, aux besoins du client. Lorsque vous répondez aux besoins du client, en fait, le client, il vous dit pas j'ai besoin du cloud. En fait, le client, il va vous dire j'ai besoin de pouvoir avoir une chaîne d'approvisionnement un peu plus flexible et une des façons de le faire est d'utiliser le cloud. Et donc, c'est très important dans ce repositionnement, que ce soit de la marque ou de la proposition de valeur, en fait, c'est de le positionner par rapport aux besoins du business. Et ERA est un très bon exemple, ne plus simplement avoir une discussion au niveau solution IT, mais au niveau plutôt comment la technologie peut améliorer le business. C'est ça. Et ça, c'est toute la reformulation de ce positionnement et de la création de valeur pour le client. On le voit bien sur cette slide, en fait, qui était le résultat du positionnement stratégique avec Inox que l'on a fait. C'est qu'on est parti tout en bas à gauche d'une orientation très technologique à une élévation de la technologie vers le business et d'un autre côté vers le capital humain qui est les expertises métiers en fin de compte. Et ce n'est que la combinaison de se rapprocher du business et de replacer la relation client au centre du besoin d'un côté et d'un autre côté de se recentraliser sur les vraies expertises métiers. Un partenaire informatique ne peut pas tout faire aujourd'hui. Un partenaire informatique, il doit être capable de conduire dans la chaîne de valeur à 360 degrés le besoin, mais il y a certaines choses qu'il ne sait pas faire. Nous, typiquement, aujourd'hui, un client vient nous voir pour nous demander de développer quelque chose. On va dire, on est désolé, on ne sait pas faire. Par contre, si votre besoin aujourd'hui est de protéger vos données, d'assurer la continuité de vos services, ou tout simplement de pouvoir gérer de manière extrêmement flexible votre informatique à un coût raisonnable. Ça, c'est des messages qu'on sait interpréter en mode technologique à travers les expertises et à travers le besoin du métier. Puisqu'on parle beaucoup de cette idée d'être concentré sur le client, je crois que ça a été un grand aboutissement quand on est arrivé à ça, Alex, si je me souviens bien, quand on a pu reposer cette idée de dire ça signifie quoi d'être centré client, d'être à l'écoute. Donc, ce que raconte ce slide ici est très intéressant parce que si on prend juste cette courbe, on voit bien qu'il y a un climax à un moment donné. Ce climax, on l'a appelé ça un touchpoint, c'est vraiment le moment où on rencontre notre client et le moment où on passe d'un prospect à une conversion et dans nos métiers, c'est très important aussi d'avoir une certaine forme de rétention. Et si on pose ça dans la ligne centrale, donc là on parle de business développement, de business solution et de customer service, on voit bien que là on est dans une prestation qui peut parler à toute PME, c'est qu'on a des développeurs d'affaires dans le marché, on génère des prospects, on fait tout pour amener notre entreprise à créer du business. C'est ce qu'on appelle dans le langage du marketing une création de notoriété pour la marque, donc tout le travail qu'on fait en amont. Et puis, on a ce moment privilégié où le prospect, on le rencontre et on commence à entrer en relation d'affaires. Et c'est là que la solution que l'entreprise propose, donc là, vous avez vu vraiment ce que ERA a déployé comme prestation à 360 degrés dans l'accompagnement, doit être extrêmement bien expliquée et doit être immédiatement comprise pour le client. Donc, toutes ces questions de conversion, moi, j'aime bien dire qu'on passe d'une campagne de notoriété à un support de vente et puis après à un système de fidélisation, puisqu'on sait dans la plupart des entreprises, en particulier dans les PME, que le meilleur chiffre d'affaires, on va dire, se crée avec des clients existants. Et donc, cette idée de service pour les clients est aussi extrêmement importante. La question du suivi est très importante et la personnalisation
du suivi devient capital dans ce contexte-là. Donc, on est là dans ce système-là et je pense que c'est vraiment intéressant là, de t'entendre, Alex. Ce que je voulais juste compléter, c'est que tout ce travail qu'on a fait avec vous a abouti en fait à une prise de conscience importante dans notre modèle d'affaires. On a explosé complètement notre modèle commercial quelque part. Parce qu'à partir du moment où on repense la marque, à partir du moment où l'enjeu est avant tout de mettre le client au centre du modèle d'affaires, ça veut dire que le client aujourd'hui, il n'a pas besoin d'un commercial qui va le voir pour savoir ce qu'il peut lui vendre. Aujourd'hui, il a besoin de quelqu'un qui est capable de comprendre sa problématique et puis de lui dire « Ok, j'ai une solution à t'amener ». Donc, si on veut de passer d'une structure de vente où on a des commerciaux qui travaillent sur le terrain, on est vraiment passé à un modèle d'affaires où c'est la solution qui est mise en avant par rapport aux besoins du client. Donc, le travail pour arriver à… C'est joli le terme de climax, mais c'est un peu ça. Le climax, ce n'est pas d'arriver à faire la conclusion d'une vente. Le climax, c'est d'arriver de trouver la bonne solution avec la bonne taille et au bon prix qui correspond aux besoins du client. Et c'est ça tout l'enjeu du repositionnement, c'est que ce climax-là veut dire on est capable, monsieur le client, de vous amener la bonne solution parce qu'on est convaincu que ça répond exactement à vos enjeux et à votre besoin. Conclusion pour ERA, cette slide où on a le client, la cliente en l'occurrence, au centre de toutes nos préoccupations. On a cette focale qui représente peut-être la focale d'un appareil photo. Là, on est vraiment focus client, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, c'est comme ça qu'on a reformulé la proposition de valeur de ERA, hein, les technologies de l'information, et complètement centré sur les besoins de nos clients. Je crois que c'est la meilleure expression qu'on a trouvée à ce stade-là de ce groupe qui s'est non seulement repositionné, reformulé, élargi ses prestations et restructuré toute sa force de proposition. Et puis, donc, on arrive à la fin de ce case study, de cette présentation. Pour nous, on aime bien cette idée de… pour la petite histoire, ERA est une forme de félin. Hein. Donc, la question qu'on retrouve, cette griffe qu'on retrouve dans le A de ERA, et puis ce petit coup de griffe sur le mot de la fin, parce que pour nous, et pour ERA, c'était absolument pas la fin, c'était le début, et on est dans cette philosophie, quand on parle d'optimisme et puis d'innovation, c'est que quand on arrive à livrer un projet comme ça, c'est le début des aventures aussi. Hein. Donc, ouais. Voilà ce que vous voulez. Je crois que ce qui est important à ce niveau-là, c'est, et tu le disais tout à l'heure, la relation que l'on a avec Inox, c'est pas simplement on a fait un projet et puis terminé. Il y a cette notion de sparring partner qui est très importante et qui continue au-delà, entre guillemets, de ce livrable, puisque maintenant tout ça est matérialisé, tout ça est là, mais on voit très bien que ça continue dans le sens du besoin. On a toujours le besoin d'être aligné avec la marque par rapport aux enjeux et aux réponses qu'on veut donner. Et le sparring partner avec Inox continue. On le voit d'ailleurs, ce n'est pas seulement sur le graphisme, sur la créativité, mais c'est vraiment sur l'adjonction de certains enjeux ou la compréhension de certaines choses qui font que ça complète gentiment le modèle et qui fait que quelque part, on n'est pas à la fin d'une histoire, mais on est quelque part au début d'une histoire qu'on a lancée quelque part. Merci Alex. Donc Susanna, Violetta, nous on est arrivé un petit peu à la fin de cette présentation-là. On adore interagir avec les gens qui sont présents dans ces webinaires. Questions, réponses, le plus librement possible. On est absolument ouvert à tout. Il y a plusieurs façons de voir ça, mais les grands moments dans lesquels les entreprises viennent concrètement, c'est souvent parce qu'il y a une transformation. Alors, il peut y avoir une transmission d'entreprise, un rachat, une nouvelle proposition. Il peut y avoir toutes sortes de situations. Ça, c'est quand les éléments arrivent.
C'est bien de le faire et c'est très important de repenser son business. Aujourd'hui, ça va tellement vite, les transformations vont tellement vite. La bonne question de se poser, c'est de savoir à quel moment on va entreprendre ce travail, peut-être plus en anticipation, en sachant qu'aujourd'hui, Alex a abordé par exemple les questions de cybersécurité ou de data. Cette question-là, elle est en interne pour nous, mais aussi elle affecte le modèle d'affaires de notre business. Donc, d'intégrer ça, pas seulement comme une nouvelle prestation dans le catalogue de prestations, mais d'intégrer un certain nombre d'éléments dans la marque, c'est certainement un bon moment. Et je crois, je sais pas, on avait parlé de ça, Christopher aussi. Hein, bon, je pense qu'il y a tout l'aspect, je dirais, développement du business et innovation. Donc, développement du business, que ce soit acquisition de nouveaux marchés, lancement d'un nouveau produit, tout ça dans un contexte de développement du business ou de lancement de nouvelles innovations. Ça, c'est, je dirais, toute une grosse partie. Une autre partie, je pense, qui est souvent sous-estimée, en fait, c'est la partie qui vous permet de vous différencier par rapport à vos concurrents. Et si vous voulez, si on prend l'activité de RA, en fait, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et pour le client, en fait, c'est difficile de faire la différence. En fait, si on parle d'un Swiss Cloud, il y a plusieurs prestataires de Swiss Cloud. Et en fait, un des éléments essentiels, c'est en fait comment je peux me différencier sur le marché, non pas par rapport au produit que j'offre, le Swiss Cloud, mais par rapport à mon positionnement et à la promesse que je fais aux clients. Et la promesse dans le cas d'ERA, c'est justement cette proposition à 360 degrés où en fait, ils ne sont pas juste prestataires IT, ils sont partenaires du business du point de vue IT. Donc, ce positionnement-là est extrêmement important. Je pense après… Si on répond plutôt du côté des entrepreneurs, je parle plutôt vis-à-vis de nos clients. Je pense qu'à un certain moment, on est face à une situation où il y a un momentum. Il y a un momentum où il faut agir. Si tout d'un coup, c'est une crise qui fait que 50% de mes revenus sont complètement anéantis, je me pose la question de quel est mon business model. Et je regarde qu'est-ce que je peux faire pour réussir à, entre guillemets, combler ou générer de nouveaux revenus. Et donc, ça veut dire effectivement, est-ce que c'est une nouvelle offre? Est-ce que je dois repenser mon modèle d'affaires pour pouvoir générer ces revenus? Et comme par hasard, bien entendu, je me retrouve face à un problème. Je n'ai pas de transformation digitale. Je n'ai peut-être pas le bon partenaire informatique pour pouvoir soutenir cette vision stratégique. Donc, le momentum fait que d'un côté, il faut réfléchir à quel est le business model qui est aujourd'hui en place et comment je peux pallier à certaines choses. Il n'y a pas que la transmission d'entreprise, il y a des événements de crise, il y a des événements qui vont derrière demander des besoins informatiques différents. Et puis, il y a tout simplement des momentum comme des crises de type sécuritaire. Je veux dire, quand vous perdez l'ensemble de vos données parce que vous vous faites pirater ou quand vous avez un problème parce que votre outil de production est complètement paralysé et que vous vous rendez compte que vos données sont n'importe où sur la planète, ça pose d'autres questions. C'est toujours un momentum, mais c'est toujours avec un momentum que les choses se passent dans le monde. À ce titre, on peut donner, on a reçu ces dernières 6 semaines, on comprend bien que la crise environnementale qui est en train d'arriver est vraiment une priorité absolue de la transformation du business. Et puis, c'est toujours traité un petit peu bizarrement. Alors moi, pour l'anecdote, on a plusieurs clients qui sont venus chez nous, qui font déjà pas mal d'efforts. Voilà, on a posé des panneaux sur notre toit, on est en train d'améliorer l'étanchéité de notre usine, puis on n'arrive pas à le communiquer. Ça, c'est typiquement des actions qui ont beaucoup de valeur, mais qui les communiquer simplement dans une tactique marketing, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, typiquement, comme nous, on est des PME, on a aussi des clients qui sont cotés en bourse. La bourse, elle exige une transparence absolue en termes de responsabilité, d'éthique et de gouvernance. Et qu'aujourd'hui, je peux vous citer vraiment, je ne peux pas vous les citer, mais en 3-4 semaines, on a eu 3 clients qui sont venus vers nous en nous disant, voilà, notre client multinational nous a dit, si on n'a pas une stratégie carbone zéro d'ici 2025, forget us, oubliez-nous.
Là, la question, c'est plus une question environnementale, c'est une question business. Elle doit être intégrée dans la marque. La PME, elle doit pouvoir montrer elle a dans ses valeurs une conscience et une responsabilité, une vision durable de sa croissance. C'est une super question. On n'a qu'une moyenne parce qu'on comprend bien que la taille de l'entreprise peut interférer si on doit faire aussi une audit de la marque, etc. Mais, alors, je dirais que le temps incompressible se situe autour de 6-7 semaines parce que c'est très difficile d'aller plus vite sur les diverses phases et étapes par lesquelles on doit passer. Et puis, avec une entreprise comme ERA, qui a à peu près une centaine d'entreprises, une centaine d'employés et qui a une structure, une proposition qui est quand même assez complète, on a fait ça en 2 mois, je crois. Hein. Ben, On 16 avait dit mars, que 15 juin, 16 mars, annonce du Conseil fédéral. 18 mars, on s'est vu, on a démarré le projet. Le 1er juillet, il y avait le communiqué de presse global. Donc, ça vous donne un petit peu le timeline. C'est à peu près 3 mois et demi pour tout matérialiser. Et puis pour l'implication, après, je dirais que c'est à plusieurs niveaux. Alors là, on a vraiment eu le conseil d'administration et le CEO qui étaient impliqués. Mais dans les interactions avec nous, ça prend 30-40 jours de travail pour nous. Et puis pour nos clients, concrètement, avec nous, c'était quoi, 4-5 jours au total avec nous. Puis après, ça a créé du travail chez vous quand même. Et celui-là, moi, j'ai de la peine à l'évaluer. Oui, nous, c'était un peu plus conséquent parce qu'on a couplé, si on veut, la refonte de tout le modèle commercial. Donc, qui veut dire modèle commercial, veut dire aussi quelque part toute la partie organisation. On était dans la phase d'acquisition de sociétés et en même temps dans la phase d'intégration des sociétés existantes. Donc, on a remodelé passablement de choses et toute l'organisation a été mise en place avec ces fameux responsables métiers, donc les business solutions. Et donc, il y a eu passablement de travail. Je pense que sur les 3 mois et demi, il faut compter un bon 30-40% de travail sur les personnes principales en tête des processus et au niveau des responsables des organisations. Alors après, bien entendu, dépend de la taille de l'entreprise. Hein. Les rôles peuvent être cumulés sur une tête. Mais en gros, c'est quand même un travail qui est conséquent pour arriver à ce résultat final de repositionnement. Peut-être une partie importante, je pense, plus que le nombre d'heures, en fait, c'est la qualité de l'échange. Et je dirais dans la qualité de l'échange, ce que nous, on recommande toujours quand on fait ces workshops qui durent, on va dire, une matinée ou une après-midi, c'est d'avoir les interlocuteurs, les dirigeants de l'entreprise. Ouais. Parce qu'en fait, on parle vraiment de la stratégie de l'entreprise. Comme on l'a dit, on va la challenger. On ne va pas la redévelopper de zéro, mais on va challenger certains éléments pour, je dirais, affiner le positionnement et la promesse que la marque va pouvoir faire sur le marché. Donc, je dirais, la qualité de l'échange est extrêmement importante. Ça, on le fait de façon, je dirais, assez efficiente et c'est la partie, je dirais, la plus importante qui nous permet ensuite de venir avec des propositions qui correspondent au positionnement. C'est ça. Le nom de l'entreprise est peut-être le premier élément qu'on doit résoudre, évidemment, puisque en fait, de nommer sa prestation ou son entreprise, c'est très important. Après, on est dans toutes sortes de cas de figure. Est-ce qu'on est en train de créer une nouvelle entreprise? Est-ce qu'on est on a une entreprise existante qu'on doit repositionner? Enfin, la question du naming, elle intervient à différents. Après, la marque en elle-même, elle va au-delà du nom simplement ou du logo. C'est ces éléments d'offre. La marque le nom et la marque doit intégrer l'offre. Elle doit intégrer les valeurs de l'entreprise et puis elle doit intégrer aussi
une forme de promesse qu'elle fait dans le marché. Donc, c'est ces éléments-là qui vont constituer la marque. Ce n'est pas, et le nom et le logo, à la fin, ne sont plus que les symboles ou l'expression ultime de ce qu'est la marque. Mais la marque, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un environnement visuel, il y a des messages, il y a une formulation de la proposition de valeur, et c'est ça qui fait la marque. La marque, juste pour compléter dans notre cas, la marque représente toute la stratégie, représente l'ensemble de l'offre. Derrière le client, qu'il ait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sociétés, les noms de sociétés ne sont pas importantes. C'est la proposition de valeur, comme le dit Ladd, c'est le message qui est derrière la marque qui est important. Après, qu'on l'adresse avec une société ou une autre, en fin de compte, ça n'a pas d'importance. Dans ERA Group, on a 6 sociétés. Mais le client aujourd'hui, ce qui a comme importance, ce n'est pas savoir la société, oui, du point de vue contractuel, mais si on veut derrière, c'est la marque avec la proposition de valeur et la valeur ajoutée qu'on amène comme réponse au client qui est importante. Donc, la marque est l'enjeu et pas le nom de la société. C'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, elle touche aussi à un changement de paradigme aujourd'hui dans le business. Moi, je prends l'exemple, on a des clients qui sont dans le retail, hein, donc ils ont des magasins et physiques et en ligne. Et puis, traditionnellement, le retail, ils faisaient des budgets comme ça, au mois d'octobre, on disait ce qu'on allait mettre dans le marketing, et puis voilà, on devait se débrouiller avec ça, et puis après on faisait le bilan de l'année prochaine, puis on essayait de se bagarrer si ce qui allait pas. Je caricature un petit peu, et je suis désolé si je veux froisser vraiment personne. Mais la grande tendance aujourd'hui, par exemple, dans le retail, c'est de coller à ses revenus. C'est-à-dire qu'on a fait des études, des recherches approfondies là, pour savoir comment les premiers de classe ou les entreprises les plus performantes dans le retail qui ont les deux, donc le physique et le digital, construisaient ces investissements en termes de marque et de marketing. Et là, on a découvert que la plupart des entreprises aujourd'hui, en fait, collaient un pourcentage instantané à ses revenus qui se situait en 10 et 11% de ses revenus. Ça veut dire que en permanence, l'investissement qui est fait dans la marque et l'investissement qui est fait dans le marketing représente à peu près 10 et 11% entre les ressources, les achats médias, la création de contenu et tout ce qui va avec. Et puis après, ce que je peux simplement vous dire là, c'est qu'il y a plusieurs phases. Quand on se repositionne, il y a une phase stratégique. Donc, c'est un travail de fond qui est fait sur la marque. C'est un peu un travail qui a un début et une fin. Après, on va passer dans la phase d'exécution et de gestion en fait de ces résultats, qui est vraiment plus opérationnel. Et c'est là où on va avoir au départ des investissements qui sont liés à la stratégie, à la construction des outils. Donc, on comprend bien qu'il faut faire un site Internet, on comprend bien qu'on doit créer des contenus, etc. Et puis, on sait comment les meilleurs de chaque business font dans leurs investissements de marketing, comment les sociétés de services vont aller chercher, investissent, comment des prestataires online font, comment un e-shop devrait fonctionner pour être beaucoup plus performant, etc. Donc, aujourd'hui, c'est très intéressant d'aller gratter et de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées ces dernières années, qui performent énormément et qui bousculent les modèles traditionnels. Et souvent, dans les modèles traditionnels, si par exemple dans l'industrie, je peux vous dire, le marketing, c'est la troisième porte au fond à gauche, et puis tu es gentil, tu me fais un logo, une brochure, et puis un site Internet, et puis on aura besoin d'instant. Aujourd'hui, si on prend les questions de technologie, les questions de data et les questions de marketing, ça devrait être à la table de l'exécutif, du steering, parce que c'est comme ça qu'on monte notre modèle d'affaires. On va aller chercher des gens en ligne, on va soigner notre réputation, on va personnaliser notre marketing, donc on doit récupérer de la data avec les nouvelles normes de protection des données. C'est fini d'acheter de la data ailleurs, hein. On devra créer nos propres données à nous, donc les créer et les stocker. Idéalement, il y a beaucoup d'entreprises, moi je sais que ERA est très active par exemple dans le domaine bancaire et financier, les données doivent être stockées en Suisse. Enfin, je veux dire, c'est assez clair que
ces données-là, elles font aussi partie du marketing. Elles sont utilisées dans les solutions business, mais elles sont aussi utilisées pour le propre marketing. Donc, on voit qu'il y a une espèce de convergence des compétences et des métiers et que la question de la marque, la question du marketing doit remonter au niveau du steering, exactement comme les questions des technologies. Peut-être une petite nuance. Donc, si vous voulez, ce qu'a dit Ladd, c'est par rapport à l'industrie, qu'on soit dans le retail, dans la medtech ou dans la banque, en fait, lorsqu'on regarde les entreprises, il y aura un montant des revenus qui est alloué au marketing. Ça, c'est une première chose. Et ce montant alloué, si vous voulez, c'est les coûts totaux pour l'entreprise, que ce soit par rapport aux outils marketing qu'ils ont, aux ressources et départements marketing qu'ils ont, à l'achat d'espaces médias et, dernier point, à travailler avec des agences comme Inox. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, je pense, qui est extrêmement important et qu'on a dit ici, c'est en fait les sociétés qui performent le mieux. En fait, elles investissent dans la marque avant d'investir dans le marketing. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez une idée, on vous a dit un projet peut durer 2 mois. On peut assez facilement mettre un chiffre sur le travail de 30 à 40 jours pour un repositionnement de marque. Mais c'est extrêmement important parce qu'on rencontre beaucoup de clients, si vous voulez, qui font beaucoup de dépenses marketing de type tactique, qui polluent le marché avec des messages pour essayer de vendre leurs produits et services, mais qui n'ont pas le bon positionnement de marque. Et ça, à long terme, c'est néfaste et le client ne veut pas de ce type, je dirais, de marketing. Donc, le positionnement de la marque, il est absolument essentiel. C'est encore un peu difficile de le mesurer. On a bien des outils CRM qui permettent de voir un petit peu l'évolution. Comme on est encore, entre guillemets, dans ce momentum de crise, malheureusement, il est encore difficile de pouvoir faire la part de quelle est la croissance que l'on a à travers le repositionnement de la marque et la nouvelle offre de services que l'on adresse sur le marché versus l'existence, si on veut, qui est en partie encore pénalisée par le fait que, typiquement, de l'expertise ou de l'ingénierie en projet ne produit pas aujourd'hui de revenus du fait de la crise sanitaire qui est encore bien présente. Donc, je ne peux pas encore vous répondre là-dessus. Ce que l'on peut faire comme premier bilan, c'est qu'il y a un écho très positif qui a été redonné par l'ensemble de nos clients et du marché en général et que cela correspondait visiblement bien à une attente d'avoir un partenaire qui se repositionne correctement et que repositionne aussi son offre de service pour répondre à ces enjeux-là. Le quantifier, je pense que c'est un peu tôt. Il faudra peut-être qu'on refasse une petite session dans 6 mois ou dans 8 mois. Non, ouais, je pense que c'est la question qu'il faut toujours poser en plus. C'est est-ce qu'on a été performant? Et aujourd'hui, les outils digitaux, en termes, si je parle de marketing ou d'aide à la vente, ils ont cet avantage-là qu'on peut mesurer leur performance et les adapter le plus rapidement possible parce que je crois qu'on doit partir de l'idée qu'on n'est pas des gourous, on n'a pas la science infuse et que le marché, il offre des réponses. Et aujourd'hui, on est vraiment tout à fait capable d'ajuster ou la stratégie, ou les bons canaux, ou les bons contenus par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et c'est là où on dit c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est qu'on a fait un certain nombre de postulats avec les gens les plus concernés, les plus compétents de l'entreprise. On a pris à un moment une décision, comme tout entrepreneur, à un moment, on doit trancher. Et on est parti dans le marché avec ça. On a des bons retours. Je vous répondrai un petit peu autrement sur la crise. C'est que dans une crise, il faut faire preuve de résilience. La résilience, c'est absorber le coup. C'est de surtout ne pas se replier. Alors, des fois, on doit se replier juste là pour laisser passer l'orage. Mais c'est de se réinventer. Et je crois que Hera a fait une transformation qui est assez spectaculaire. Elle arrive en sortant de crise, et je crois que ça avait été même débattu le jour 2, là, quand tu étais venu, c'était de dire on va sortir de cette crise transformée. On va prendre de vitesse le marché. On va être mieux. C'est pas juste on est comme ça, on laisse passer, puis après on recommence. Alors, c'est possible que ça marche. Mais là, ce que vous avez fait, c'était un gain en vitalité de l'entreprise.
Si on veut, par rapport à un bilan qui malheureusement n'est pas tangible du point de vue financier, hein, puisque les métriques pour le moment, on ne peut pas les faire parler, ce qu'on peut dire, c'est que les clients, sur la base de nos clients existants, la plupart ont été très contents de voir la transformation et certains nous ont même dit « Ah, ben, on ne savait pas que vous aviez tel et tel centre d'expertise ou tel et tel métier, alors on est intéressé maintenant à pouvoir, entre guillemets, consolider cette relation dans la logique de création de valeur. » Donc, pour nos clients existants, ça a été un bilan très positif. Beaucoup de nouveaux appels, beaucoup de nouveaux clients qui, effectivement, ne savaient pas qu'on se positionnait sur cette offre 360. Donc, en termes de demande du marché, elle a été aussi extrêmement positive. On n'a jamais eu, en guillemets, autant de demandes parce que ça correspond aujourd'hui aux besoins des entrepreneurs et des clients de répondre à des besoins de sécurité, à des besoins de gestion de l'informatique ou à des besoins de conseils qu'ils ne savaient pas forcément qui faisaient partie de notre offre. Donc, surtout, le marché a été positif. Le troisième point très important, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de gens qui sont intéressés, qui envoient leur proposition de service pour venir rejoindre Eracoop, ça aussi. On a beaucoup de CV ces derniers temps. Le marché bouge malgré tout et les gens ne cherchent pas seulement un salaire aujourd'hui, ils cherchent un projet d'entreprise qui permet de s'épanouir dans des valeurs d'entreprise. Et pour cela, à travers la marque, je crois qu'on a communiqué nos valeurs et l'attractivité aussi de l'employeur. Donc, côté collaborateur, c'était aussi très positif. Et puis enfin, les partenariats. Pas mal de partenaires qui sont venus en s'adressant à nous en disant qu'ils voulaient consolider les partenariats, en faire un partenariat stratégique pour pouvoir, en guillemets, adresser le besoin de manière commune. Donc, que ce soit clients, nouvelle clientèle, collaborateurs ou partenaires, les effets sont très positifs. Alors pour ça, moi j'aime bien être assez pragmatique. C'est de dire que, bon, on parle beaucoup de tunnels d'acquisition, de génération de prospects, on parle de toutes sortes d'éléments de ça. Mais pour faire assez simple, si un client croise votre route ou vous voit 3 fois dans un mois, c'est un bon signe. C'est-à-dire que alors on a la chance, là, on recommence à networker, donc je sais pas, une fois je vais parler à quelqu'un, il va me recommander une entreprise. Après, peut-être qu'en étant sur LinkedIn, je vais voir une news par rapport à ça. Et puis après, je vais encore recevoir une communication plus précise par rapport à une offre, une prestation très spécifique. Là, je vais commencer à créer une forme d'intérêt pour la marque. Et c'est très important parce que je pense que le nombre de marques auxquelles on est exposé à cause ou grâce aux réseaux sociaux et au monde digital se compte par centaines de milliers aujourd'hui, par année, par personne. On est exposé, on est bombardé. Donc, la question de savoir comment est-ce qu'on émerge de cet afflux ou de cette vague qui ne cesse de croître, elle est importante. Donc, on doit être ciblé, on doit être pertinent, on doit être honnête, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a des retours de pédalier assez violents si on commence à raconter n'importe quoi. Et puis, on doit surtout démontrer en permanence qu'on tient notre promesse. Moi, j'aime beaucoup cette idée de promesse dans le positionnement de marque. C'est que quand Alex il va voir ses clients, il sait qu'avec ERA, il va tenir les promesses. Ça ne veut pas dire qu'on fait pas, enfin, qu'il n'y a pas des événements contrariants, mais la promesse, elle peut être tenue. Cette promesse de 360 degrés, c'est tenu. C'est ça, c'est ce qu'il y a au cœur de la prestation. Et je pense que c'est important quand on va voir un client d'avoir intégré un message, un discours et un argumentaire qui va exactement dans le sens du message que le client aura vu une fois sur un post dans LinkedIn ou sur une affiche ou je ne sais pas sur quel canal on aura diffusé ce message. Donc, d'être en conformité, d'être en lien. C'est pour ça que le travail de positionnement est important parce que finalement,
le nom et le message n'est que l'émanation d'un tout. Et plus ce tout est maîtrisé, plus c'est facile en fait de soutenir après une discussion et puis d'être cohérent et juste et donc sérieux et professionnel par rapport à ce qu'on est en train de dire. Alexandre, quelque chose à ajouter? Oui, pour répondre à la question, sur les clients existants, le message a été important dans notre approche parce qu'on a dû consolider une offre de service et proposer ce portage d'offres de service. Donc, sur les clients existants, il y a eu vraiment un effet très positif parce qu'ils ne savaient pas peut-être que certaines prestations étaient possibles ou certains services étaient possibles. Et confrontés à la crise ou aux besoins émergents qu'ils ont, ils ont eu une réponse à travers le message. Donc, sur la clientèle existante, on a amené une réponse complémentaire. Et sur la clientèle, en guillemets, nouvelle clientèle, soit le message a pu être conforté parce qu'ils ne nous connaissaient tout simplement pas, ou alors ils ne nous positionnaient pas en tant qu'expertise sur le segment qu'ils avaient besoin. Et donc, même sur la nouvelle clientèle, l'impact était important. Donc, nous, on a eu en tout cas dans les deux cas, sur la clientèle existante et sur la nouvelle clientèle, un impact assez fort à travers le message et la marque. Je pense que le résultat ultime, à mon avis, c'est pas comment nous positionnons notre marque. Je pense c'est plutôt lorsque le client nous a rencontrés, comment lui parle de nous. Et s'il arrive à le faire de façon extrêmement simplifiée et de façon, je dirais, positive, qui correspond justement à notre positionnement, là, je pense qu'on a atteint aussi un grand objectif. Oui, c'est vrai, c'est une question qui revient très souvent chez nous, c'est de dire cette question de proposition de valeur. En anglais, value proposition, c'est quoi? Personne n'est d'accord. J'ai jamais entendu des gens qui arrivent à se mettre d'accord. C'est comme quand on fait mission, vision, il y en a, enfin tout le monde a sa propre définition. Une bonne définition de la proposition de valeur qui va exactement dans le sens de ce que dit Christopher, c'est comment aimerait-on idéalement que nos clients parlent de nous quand on n'est pas là? Et ça, je pense que vous pouvez le retenir et de dire, ah ouais, ben moi j'aimerais vraiment que quand mes clients ils parlent de moi, ils parlent déjà en bien moi, et puis qu'ils sachent qu'est-ce que je propose, mais qui va au-delà du produit. Quel est le vrai bénéfice pour moi? Voilà, j'ai ça. C'est parfait. Alors, on a fait le tour des questions. Donc, on va passer peut-être à la conclusion. Donc, je vous laisse ressortir les éléments les plus importants et conclure, s'il vous plaît. Juste une remarque, vu que moi je suis du monde du marketing aussi. Voilà, je pense que c'était très important ce que vous avez vraiment relevé de dire que le marketing, c'est vraiment un amplificateur de succès, qu'on ne peut pas faire de miracle si on n'a pas eu, on va dire, une bonne base, une base saine. Donc, je pense que voilà, c'était vraiment la chose à retenir, la chose principale à retenir, voilà, d'avoir vraiment une marque forte, un positionnement fort, qu'on puisse retrouver ses valeurs. Et ensuite, dans le monde du marketing, et surtout dans le digital, on peut vraiment jouer avec, tester des choses, réadapter la communication. On va dire le mot de fin sur le marketing. Ma conclusion, c'est qu'elle est vraiment en lien avec les stratégies business. Elle est là pour soutenir des ventes et puis pour assurer une croissance durable aux entreprises. Voilà. Et nous, ce qu'on garantit là-dedans, c'est un accompagnement, du challenge, du plaisir aussi, parce que je crois que c'est super passionnant de faire ça, et du partage de savoir. Christopher? Je répéterai, la stratégie de marque est essentielle pour pouvoir avoir une stratégie de marketing. Ça serait une conclusion extrêmement importante et je pense qu'elle est renforcée par le contexte dans lequel on vit, qui est un contexte de communication, de positionnement, de qui on est vraiment, quelle est notre raison d'être. Et si vous voulez, les clients, en fait, ils s'identifient à une marque de plus en plus. Donc, la stratégie de marque, pour moi, est un bloc essentiel. Merci beaucoup. Alexandre? Bon, moi, je pense que le visuel que vous avez derrière est le résultat de tout ce travail. Et comme je vous ai dit, nous, notre bilan aujourd'hui est extrêmement positif. Et je suis convaincu aujourd'hui que pour tout patron d'entreprise,
tout du moins se repositionner en termes de réflexion stratégique pour savoir, en guillemets, où il veut aller, comment il veut y aller, c'est quelque chose d'essentiel. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Alors, bien entendu que le chemin peut être difficile parce que tout dépend du niveau de maturité de l'entreprise. Hein, mais aujourd'hui, je pense que toute entreprise qui se repositionne, qui remet les valeurs et qui met la marque au centre de sa réflexion stratégique ne peut avoir que du bénéfice. Ne peut avoir que du bénéfice sur son offre de service, sur sa croissance potentielle, crise bien entendu permettant, et capital humain qu'il peut développer au sein de son entreprise. Et donc, moi, j'encourage vraiment à dérouler ce processus de positionnement de la marque et du recentrage vis-à-vis du client. C'est vraiment un momentum. Il faut le faire et je pense qu'on a vraiment tout à y gagner. Ensuite, avec Inox, la relation est extrêmement positive et enrichissante. Donc, être accompagné du point de vue du sparring partner est quelque chose d'essentiel, mais important. Et puis après, voilà, pour toute entreprise, si les besoins de transformation digitale ou de sécurité sont la conséquence de la réflexion, eh ben, on est là pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à bientôt. tous. Bonne journée à tous et à toutes.